Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format culture japonaise. C'est notre 120e podcast et c'est notre 3e au format culture. Une émission dans laquelle nous partons ensemble à la découverte ou à la redécouverte des trésors de l'archipel nippon. C'est par l'histoire, les légendes, l'art et les traditions que nous allons tenter de mieux comprendre les clés culturelles du Japon d'aujourd'hui. Et pour ce premier podcast culture de 2026, nous ne pouvions faire l'impasse sur la thématique des kanji de l'année. C'est en effet une tradition récente au Japon, une sorte de marronnier créé dans les années 90 et que la personne avec qui je partage cette émission connaît bien, puisque je suis effectivement accompagné de Kelly. Salut Kelly. Bonjour Charlie et bonjour à nos auditeurs. C'est toi Kelly à Kanpai qui t'occupe en priorité de cette mise à jour annuelle de notre article dédié aux kanji de l'année et à leur décryptage, donc c'est encore quelque chose, un exercice que tu as répété pour la énième fois. Peut-être pas énième fois, 5 ou 6e fois, oui, 5 ou 6e fois cette année. L'année dernière plutôt. Pour mieux comprendre le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, il faut savoir que depuis 1995, chaque 12 décembre, l'association chargée de la promotion des kanji, de son nom anglophone Japan Kanji Aptitude Testing Association, dont on vous reparlera un peu plus tard, cette association organise un vote national dans le but d'élire un caractère kanji qui reflètera une émotion ou un événement caractéristique de l'année qui vient de s'écouler. Oui, donc là, ça va être le cœur de notre sujet. Vous avez sans doute vu passer une image désormais célèbre, celle du prêtre en chef du temple de Kiyomizu-dera à Kyoto, qui calligraphie en direct à la télévision le kanji élu par scrutin national. Donc ça, on en reparlera aussi tout à l'heure, parce que c'est à la fois la chose dont on se souvient, celle qui est visuelle, et il y a un peu des fun facts aussi autour de ce prêtre-là. Alors ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un véritable événement maintenant au Japon. En 2025, c'est le kanji ours qui a été élu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans nos médias français, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait récupérer maintenant par les médias étrangers. Ma prédiction d'ailleurs était bonne, Kelly, je suis assez fier de moi, même si ça me paraissait assez évident. Alors ici, on en reparlera tout à l'heure en fin de podcast, mais ça faisait bien entendu référence à l'actualité qui a affolé tant l'internet que la presse du Japon et d'Occident concernant les ours, les attaques d'ours dans les magasins, de très nombreux cas d'observation, des centaines et des centaines d'observations, voire même plusieurs milliers, on peut tout de suite monter la barre plus haut, et donc ça on y reviendra en fin de podcast. Ça faisait aussi écho aux 4 pandas rapatriés en Chine, dont on a entendu aussi parler sur nos médias occidentaux, et pour info par exemple, le kanji du panda, c'est le kanji ours plus celui du chat. Oui, en effet, le mot panda en japonais s'écrit comme en chinois, donc reprend les caractères chinois de l'ours et du chat. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de kanji. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous demande de patienter un petit peu, puisque Kelly, toi qui écris et parles japonais, eh bien, tu vas nous faire un peu, pas un tuto, mais en tout cas un historique, un bref historique sur le sujet. Très bref, parce que sinon, on en a pour quelques heures. Et comme tu me disais, il y a des livres entiers qui sont dédiés depuis des années et des années. On ne s'en sortirait pas sinon en podcast. Oui. Alors au sommaire du jour, on va donc aborder en premier lieu l'historique tant sur les kanji que sur l'origine de l'événement, puis on abordera la question de l'organisation qui s'occupe de ça et l'utilité du vote qui est mis en place, et enfin on terminera avec de nombreux exemples sur cette année et les années précédentes depuis 1995. Tout à fait Charlie. Et donc maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'un kanji. Eh bien, une définition simple, c'est tout simplement un caractère d'écriture, donc un idéogramme, qui compose une partie du système d'écriture de la langue japonaise. Le mot kanji en japonais signifie littéralement caractère chinois, car les idéogrammes ont été introduits au Japon de la Chine, en passant par la Corée dès le IVe siècle. Et à l'époque, et jusqu'au début du XXe siècle, les caractères chinois étaient utilisés pour retranscrire la langue japonaise, qui n'a absolument rien à voir avec le chinois. C'est ce qui a donné de nombreuses variations de lecture des idéogrammes qui sont encore en usage aujourd'hui. Alors actuellement, le système d'écriture de la langue japonaise combine 3 types d'écriture. 2 types d'écriture qui sont purement phonétiques, qu'on appelle les syllabaires hiragana et katakana, dont les formes sont dérivées des kanji, et les kanji. 3 types d'écriture qui sont combinés au quotidien dans l'usage du japonais.
Donc dans ce que vous, peut-être si vous n'êtes pas initié à la langue japonaise, dans ce que vous imaginez des kanji, eh bien en fait peut-être que ça correspond à autre chose, donc ce que tu évoquais Kelly, le côté hiragana et katakana, qui peuvent ressembler quand on ne connaît pas, mais ce ne sont pas des kanji. Là on parle vraiment de caractères de kanji pour cet événement-là. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais que les kana, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en générique, les hiragana et katakana ont généralement une forme beaucoup plus simple que les kanji en fait. Puisque les kanji sont constitués d'une multitude de traits, pour la plupart. On peut ajouter aussi au système d'écriture du japonais l'alphabet latin, qui s'appelle Romaji en japonais, qui est aussi enseigné à l'école et connu de tous, mais qui est rarement utilisé pour écrire en japonais. Quand on écrit en japonais purement, on utilise principalement les syllabaires hiragana et katakana quand le contexte s'y prête, et les kanji. Et on dit qu'un japonais d'éducation moyenne connaît environ 3000 caractères, donc 3000 caractères kanji. Et depuis 2010, le nombre officiel de kanji usuels à connaître, donc les kanji usuels, ce sont les Joyo kanji, on va les évoquer de nouveau plus tard. Ce sont des kanji qui sont utiles pour la vie quotidienne et il faut en connaître 2136. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure comme tu le disais, mais c'est Joyo kanji, c'est ce qu'il faut retenir puisque c'est ce qui va nous intéresser pour le sujet du jour. Donc là, pour résumer cette partie, Kelly, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un kanji, le caractère, il peut évoquer de multiples choses et il peut se prononcer de différentes façons. C'est pas une syllabe, quoi, par rapport au hiragana ou au katakana, qui, eux, représentent des sons, enfin du phonétique, comme tu nous l'as dit. Oui, tout à fait. Alors si on en revient un peu à nos moutons, Kelly, les origines de l'événement, donc tu le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est depuis 1995 que la Japan Kanji Aptitude Testing Association annonce le kanji de l'année le 12 décembre. Alors c'est pas forcément le 12 même, mais on va dire le jour de la semaine le plus proche de cette date, en règle générale. Donc cette année c'est tombé pile poil le 12 décembre. Oui. Et au départ c'était plus une initiative intitulée le jour du kanji, ça correspondait à cette date-là, le jour du kanji, et ça n'avait pas du tout de portée nationale, c'est vraiment une sorte de test ou de petit jeu ludique, et cette date d'ailleurs elle avait été choisie puisque ça fait un jeu de mots avec le 12 décembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce jeu de mots ? Pas beaucoup. Je t'ai mis en difficulté là. Oui, voilà. Oui, c'est un jeu de mots que la langue japonaise aime bien à partir de justement des différentes lectures des kanji. Donc dans ce cas-là, le 1 du premier 12 se lit I et le 2 se lira J comme un caractère. On peut dire que c'est un bon caractère parce que I, c'est l'adjectif qualificatif qui peut signifier bon. Donc un bon caractère. Et le deuxième 12, on pourra le lire Ichi, Ichiji. Donc dans ce cas-là, le 1 va se lire comme 1 en japonais, donc Ichi. Et le 2 va se lire Ji, comme le chiffre 2 peut être lu en japonais quelquefois. Et ce sera aussi le caractère du mot caractère, J. Et en gros, c'est un jeu de mots qui indique que le 12 décembre, on choisit un seul caractère qui est le bon caractère. C'est un peu intraduisible en français, il faut... Oui, là, je ne peux pas venir te secourir parce que vraiment, c'est quand on n'a pas quand on n'est pas initié au kanji, c'est vrai que c'est plutôt difficile à voir dans ce 12-12 le fait qu'il y ait un jeu de mots. Mais là, du coup, c'est plus l'idée à retenir du caractère, quoi. Oui, ça permet pour un japonais, c'est une façon mnémotechnique aussi de retenir la date. Et on parlait de l'association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de son utilité ou de son travail ? Oui, alors à la base, en japonais, on parle de kanken, qui est l'abréviation du nom japonais Nihon Kanji Noryoku Kentei Kyokai, donc l'association japonaise d'évaluation du niveau en kanji. Le nom en anglais est tout à fait parlant. Japan Kanji Aptitude Testing Foundation. C'est un organisme public depuis 2013, mais il a été fondé en 1975, donc il y a 50 ans, en tant qu'association organisant des tests d'aptitude en kanji. Et il est soutenu par le ministère de l'Éducation japonais depuis les années 90. Aujourd'hui, il organise 3 types de tests, donc le kanken, c'est-à-dire le test d'aptitude en kanji qui est à l'origine de sa fondation, le bunshoken, qui est un test d'expression et de compréhension écrite à destination des personnes qui préparent les concours d'entrée à l'université, et le BJT, donc le Business Japanese Proficiency Test,
le test d'aptitude en japonais des affaires, qui était autrefois organisé par le JETRO, donc l'Organisation japonaise du commerce extérieur, et qui a été depuis peu repris par Kanken. Et donc ce dernier test, donc le test de japonais des affaires, est destiné aux personnes apprenant le japonais en tant que langue étrangère. Et il est aussi différent du JLPT, qui est organisé par la Fondation du Japon, qui est un test de langue plus général. Donc comme je le disais tout à l'heure, en 95, on fait une sorte de test, grandeur nature, d'élection d'un kanji de l'année. Et en fait, au regard des résultats et des milliers de votes collectés, eh bien, l'association a tiré parti de cette réussite pour étendre la portée éducative et ludique de cette première expérience. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, Kelly, quel a donc été le premier résultat de cet événement? Quel kanji a été sélectionné? Donc, comme tu l'as dit, Charlie, le premier kanji de l'année a été élu en 1995 et rétrospectivement on peut se dire sans surprise c'est le caractère Shin qui signifie tremblement qui a été élu par les participants. Donc cela reflète évidemment pour ceux qui l'ont vécu, qui étaient conscients à l'époque, un peu moins pour ceux qui sont plus jeunes, mais cela rappelle le séisme de Kobe qui a eu lieu le 17 janvier 1995, qui avait fait 6400 victimes. Et cela faisait aussi écho au tremblement de peur qui avait été provoqué par les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aum en mars de la même année, en 1995. Donc ces deux événements ont fait évidemment couler beaucoup d'encre et marqué l'esprit des Japonaises et des Japonais. Donc c'est le kanji qui a été élu numéro 1. Et ici, le kanji, il apparaît plus que jamais comme un moyen d'obtenir une sorte de témoignage du regard qu'a la société sur son propre pays. C'est une sorte de thermomètre émotionnel, on va dire, national. Et pour élargir le regard de ce sentiment national, c'est donc le top 20 qui est sélectionné, qu'on va présenter au public, même si c'est que le premier kanji, donc le kanji élu, qui est lui mis en scène au temple Kiyomizu-dera. Ce temple-là, c'est vrai qu'il a toute sa place, puisque l'association, elle tient son siège à Kyoto, là où est le temple, et le temple, c'est le plus connu, soit parmi les Japonais et Japonaises, et aussi par les étrangers, donc ça fait une belle vitrine pour parler de cet événement. Événement qui, à la suite de ce premier test, a pris une ampleur vraiment nationale, ce qui a motivé l'association à développer des méthodes de collecte plus abouties. Donc on a commencé par des boîtes de dépôt, des adresses postales qui sont mises à disposition, et puis petit à petit, le numérique s'est ajouté à ces méthodes, mais il faut savoir que vu que ça a commencé dans les années 90, c'est venu quand même un peu plus tardivement. Et hier, en 2025, eh bien, les propositions se sont faites principalement par internet, et on a commencé du 1er novembre pour clôturer l'événement le 9 décembre. Donc c'est sur quasiment un bon mois que l'on propose cette initiative-là aux Japonais et Japonaises. Ouais. On peut ajouter que c'est la même période où un autre organisme sélectionne le mot de l'année. Oui, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Si vous avez déjà entendu parler des mots de l'année au Japon, on en parle aussi nous sur nos réseaux sociaux et puis sur des articles sur Kanpai, eh bien c'est pas le kanji de l'année, c'est encore autre chose. Et puis cet événement est tellement connu que l'annonce officielle et solennelle au temple Kiyomizu-dera, elle est rendue comme un événement accessible et visible depuis les journaux, les postes de télévision, même sur place, on peut aller assister à cette calligraphie. Ça se voit aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est un bon moyen de gagner en visibilité pour l'association. Et dans les années 2000, eh bien, c'est là que cet événement de société devient un événement vraiment ajouté au calendrier culturel nippon, donc beaucoup plus officiel que vraiment quelques petits tests par-ci par-là. Et il y a même des partenaires qui vont médiatiser tout ça, comme NHK, la chaîne d'information, ou encore Asahi Shimbun, qui vont couvrir la cérémonie traditionnelle, mais aussi derrière toutes les analyses en tout genre qui peuvent y avoir sur les caractères sélectionnés. Et afin d'en savoir quand même un peu plus, avant de parler des kanji sélectionnés, eh bien, il faut comprendre aussi le processus de sélection, puisque chaque personne ou entité peut déposer ses propositions. On parle tant des actifs que des retraités, des scolaires, des associations, des entreprises, etc. En fait, tant que la personne physique ou morale est capable de penser à un kanji, eh bien sa participation est valide. Donc on dit à peu près de 3 à 77 ans ou 97 ans, ou au Japon peut-être 117 ans, je sais pas. Il faut savoir s'exprimer quand même, puisque il faut quand même rédiger un petit argumentaire sur le choix donc à partir de 7-8 ans, je dirais. Ouais. Donc le principe, lui, il est simple, selon le site officiel. Tu nous parlais de Kanken tout à l'heure, oui. Donc ça c'est plutôt le site de référence. Oui.
En numéro 1, il faut porter un regard sur l'année écoulée. En numéro 2, on note le ou les kanji qui représentent le mieux cette année, donc on a le droit d'en proposer plusieurs, mais il ne doit pas y avoir de doublons évidemment. Et enfin, on doit expliquer son choix, comme tu nous le disais, et après, on n'a plus qu'à candidater, soit en ligne, soit via une boîte de dépôt, courrier postal, etc. Alors pour se rendre compte un petit peu de la participation, en 2025, il y a eu 189 000 participantes. En 2024, c'était un peu plus, avec 221 000 participants et participantes. Et enfin, en 2011, c'est là où on a eu le pic, il y avait 500 000 participations. Ah, c'est plus du double. Oui. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu s'il y a des règles à respecter pour le kanji? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais d'une sorte de dictionnaire, ou en tout cas d'une liste de kanji à connaître. C'est peut-être par là qu'il faut aller creuser. Oui, donc dans le règlement indique que le kanji doit être un kanji, donc un seul caractère, peu importe le nombre de traits, mais il faut pouvoir le trouver dans la liste des Joyo kanji, donc la liste des kanji usuels, qui sont au nombre de 2136 officiellement pour l'instant. Ça change régulièrement en fonction des besoins et c'est mis à jour par le ministère de l'Éducation, si mes souvenirs sont... au fur et à mesure de la réception des participations, la Fondation compte et vérifie et classe toutes les entrées. Et le résultat est proclamé le 12 décembre, donc le jour du kanji, ou le jour de la semaine le plus proche de cette date. Et le résultat est rendu public. Comme Charlie l'a indiqué tout à l'heure, cela se passe au temple Kiyomizu-dera, qui devient le centre de toutes les attentions. Et le site officiel de Kanken affiche également le top 20 des caractères proposés, ainsi que les argumentaires qui y sont liés. Et le nombre de votes et évidemment met en valeur le kanji désigné par le plus grand nombre de votants. Dès que l'annonce est faite, donc l'abbé du temple Kiyomizu-dera effectue une calligraphie du caractère choisi. Donc pour cela, on lui a préparé un support assez grand. Donc c'est un papier qui fait 150 cm par 130 cm. Et il utilise un gros pinceau de 26 cm de diamètre pour effectuer sa calligraphie. Et tout cela au son des taiko, des tambours japonais. Et donc c'est un exercice assez difficile puisque il est... Déjà essayé chez vous de, au pinceau, écrire votre propre prénom avec un vrai pinceau pour la calligraphie. Oui. Il faut savoir que Mori Seihan, donc l'abbé du Kiyomizu-dera, est en poste depuis 1988. C'est un monsieur assez âgé puisqu'il est né en 1940. Et il déploie ses talents de calligraphe pour le kanji de l'année chaque année, mais aussi pour des occasions spéciales. Par exemple, il a offert des calligraphies pour les victimes du séisme de 2011, pour les victimes qui vivaient dans la ville d'Oshu, dans la préfecture d'Iwate, donc sur la côte pacifique, ou encore pour une occasion un peu plus joyeuse, on va dire. En 2024, il a offert une calligraphie pour une nouvelle écurie de sumo à Tokyo qui s'appelle Otowayama Beya. Et bien sûr, en tant que religieux exerçant, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le bouddhisme dont on ne parlera pas ici puisqu'on ne les a pas lus de toute façon, et c'est hors sujet. Voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Kyoto, il y a le musée du kanji. Et donc là, on peut retrouver aussi certaines de ces calligraphies, en plus d'autres évidemment, mais les siennes, on peut les retrouver. Oui, tout à fait. Donc le musée du kanji à Kyoto, il se trouve dans le quartier de Gion. Et il est assez récent, il a été fondé en 2016. Il sert aussi de siège social à l'association Kanken. Et justement, à l'occasion des 30 ans du kanji de l'année, enfin de l'événement le kanji de l'année, il y a une exposition qui dure jusqu'au 23 février 2026 de toutes les calligraphies réalisées depuis le début de l'événement. Et y compris celle de 2025. Et ces calligraphies, il me semblait t'avoir entendu dire en off qu'elles étaient un petit peu difficiles à lire, même pour quelqu'un qui sait très bien lire le japonais. Oui, parce qu'en fait, y a une part artistique aussi dans le geste calligraphique. Et selon le support et la taille du pinceau, ça peut aussi modifier un petit peu les contours du caractère. Et c'est pour ça que quand on apprend le japonais, il faut apprendre à tracer les traits dans le bon ordre. Oui.
Et tu me disais que si tu voyais l'abbé en train de calligraphier, ben là, tu arrivais à mieux comprendre. Par contre, si on te montre la photo finale, c'est plus compliqué de savoir le caractère inscrit. Oui, voilà, et ça vaut aussi pour même des kanji très simples, comme le kanji dont on parlera tout à l'heure, Kane par exemple, ou Kin, qui a priori ne pose pas de difficulté, mais s'il est dessiné, s'il est tracé très rapidement par une main experte, en fait, il faut connaître le mouvement qui est derrière. C'est pas systématique, mais en général, c'est pour ça aussi que quand on regarde des ouvrages anciens écrits au pinceau, souvent il faut avoir une expertise quand même pour les lire et comprendre les caractères qu'on a sous les yeux. Et maintenant, on peut aborder l'utilité de cet événement, puisque maintenant qu'on en sait un peu plus sur les origines et son processus de réalisation, eh bien, on peut en déduire plusieurs choses sur cet événement. Par exemple, le fait que le Japon, il a su créer et nourrir un événement qui rassemble, qui fait débattre, donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve hyper intéressant. Par exemple, les écoles peuvent s'en servir d'outils pour développer leur esprit critique. Alors, chaque citoyenne peut le faire aussi, mais c'est vrai que c'est un outil en plus que l'on peut voir se développer dans les écoles. D'ailleurs, quelle que soit la classe, quel que soit l'âge des élèves, ça peut être les tout petits ou alors les lycéens par exemple. En plus, c'est quelque chose qui peut se faire avant l'élection ou après, une fois qu'on a le top 20 par exemple, pour parler un peu de l'état de la société ou de ce qu'on a voulu entendre par ces caractères sélectionnés. Pareil dans les universités ou les entreprises, ça peut amener à des outils de développement d'esprit critique. L'événement, il fait aussi que l'on incite de façon ludique les citoyens et citoyennes à s'intéresser de plus près à leur système d'écriture. Comme tu nous le disais tout à l'heure, Kelly, il y en a plusieurs, oui. Et sachant que celui-ci, il est assez complexe, et il y a toute une liste à apprendre, des choses par cœur, et qu'il a fallu apprendre assez jeune. Oui, dès le plus jeune âge. Et donc en voie de conséquence, on va s'intéresser à un pan de la culture nippone au passage, et on souligne aussi la richesse du kanji, leur profondeur liée notamment au potentiel d'expression qu'ils ont, puisque un caractère peut avoir toute une déclinaison d'idées derrière ou de messages. On pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Oui, mais est-ce que tu es d'accord avec ça ? Beaucoup de lectures en fait, ne serait-ce que le kanji de 1 peut se lire de plusieurs façons différentes. Et en fonction de son association avec d'autres kanji, du contexte, ouais. Voilà. Et par exemple, quelqu'un qui va vouloir noter le kanji qui signifie or, par exemple, eh bien en fait, ce sera pas forcément pour les mêmes raisons. Je peux le mettre, par exemple, par rapport à l'or des médailles olympiques. Oui. Et toi, tu pourrais le mettre, par exemple, par rapport aux problèmes financiers ou au yen acheter du yen, non, qui perd beaucoup de valeur, etc. Donc là, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un événement participatif, puisqu'en plus de ça, il faut aller voter, il faut faire une démarche citoyenne pour être inclus dans le vote. Donc ça renforce aussi la cohésion culturelle grâce à cet événement. Et enfin, on pourrait dire que bien que par moment, en fait, l'événement il essuie des remarques assez désagréables, notamment du fait que ce soit souvent des mots un peu tristes ou un peu négatifs, on va dire, qui sont mis en avant par rapport à des maladies, des catastrophes, le désordre, la peur, la folie, etc. Eh bien, le kanji de l'année, ça fonctionne puisque ça fait parler, ça fait réfléchir, ça fait débattre les citoyens et citoyennes. Donc ça, c'est une très bonne démarche à conserver. En tout cas, c'est un bon exercice. Ce que ne fait pas, je crois, le mot de l'année. C'est pas trop le but visé. Non, en plus le mot de l'année, il est choisi par un jury sélectionné par une maison d'édition en fait. Donc c'est pas le citoyen lambda qui pourra donner son avis en fait. Et là c'est presque un référendum, on va dire. Oui, ouais. Et puis ça permet de faire un moment tous ensemble où on peut en discuter un peu comme chez nous peut-être avec l'élection de Miss France, même si ça n'a rien à voir. L'Eurovision, tu veux dire ? Oui, ou l'Eurovision. Et il faut savoir aussi que d'autres endroits dans le monde sont mis à cette pratique. Alors c'est vrai que c'est plutôt lié à des cultures qui ont une écriture comme le kanji dans le sens où c'est un caractère qui signifie plusieurs choses. On le retrouve à Taïwan, en Malaisie, Singapour ou encore diverses diasporas chinoises par exemple. Et puis il y a les médias occidentaux aussi qui peuvent parfois rebondir sur l'actualité liée au kanji de l'année. Par exemple en 2022 c'était le kanji sen qui signifie guerre ou bataille que le Guardian a rapproché de la guerre en Ukraine.
En 2023, il y avait Zei pour évoquer les pressions économiques sur la puissance économique mondiale qu'est le Japon. Et enfin, en 2017, il y a eu Kita, qui signifie Nord, pour parler des tests des missiles nord-coréens. Et c'est des termes comme ça qui reviennent assez régulièrement dans l'actualité. D'ailleurs, il y a des thématiques récurrentes dans le choix des mots de l'année, dans le choix du kanji de l'année. C'est même pas un lapsus, mais... Oui, on va pas tous les faire un par un depuis 1995. Oui. Mais on va essayer de les regrouper. Par thématique. Eh bien, on peut par exemple en regrouper quelques-uns sous leur aspect négatif. Donc tout à l'heure, on a évoqué Chine pour le tremblement de terre de 1995 et les attentats au gaz sarin. Le mot sen ou tatakai, qui signifie guerre, pour parler de la guerre en Ukraine en 2022. Ou de la guerre en Afghanistan qui a suivi le 11 septembre 2001. Ensuite, on a aussi le terme Sai, qui signifie désastre ou catastrophe. Et là, il a été choisi en 2004 pour évoquer l'accident de la centrale de Mihama, et en 2018 pour notamment le typhon Jebai qui a provoqué pas mal de dégâts, et aussi en raison de séismes et d'inondations qui ont touché le Japon. Et enfin, le kanji Sue, qui signifie fin, pour marquer le début du 2e millénaire, et pour évoquer aussi l'accident nucléaire de Tokaimura. Oui, donc ces caractères-là, c'est vrai qu'ils reviennent assez régulièrement, et sans doute qu'on les reverra, hein, puisque, comme tu disais, par exemple, Sai, ça va être un accident nucléaire, un typhon, un séisme, des inondations, et ça, on sait que le Japon est évidemment au cœur de ces catastrophes-là. En termes de politique, on peut retrouver quelques kanji, on va en noter que un ici pour ce podcast. En 2008, il y a eu le kanji Hen, qui signifie le changement, puisqu'on a changé de Premier ministre, ou encore il y a eu l'élection de Barack Obama, ou la récession économique mondiale qui a eu lieu. Et vu qu'on est sur la thématique de l'argent, eh bien l'argent revient aussi très souvent, et je peux te laisser peut-être, Kelly, parler du kanji Kin. Oui, le kanji kin ou kane, qui signifie or ou argent, argent dans le sens monnaie, a été sélectionné 5 fois. Donc en 2000, 2012, 2016 et 2021. Et en général, l'aspect positif, ce sont les années où il y a eu des JO, où les athlètes japonais ont remporté plusieurs médailles, donc ça leur rend hommage. Cela rend hommage aussi aux sœurs jumelles centenaires Kin-san et Gin-san en 2000. À l'éclipse solaire de 2012, au prix Nobel de médecine de Shinya Yamanaka en 2012 également. En 2016, c'était une référence aux cheveux blonds de Donald Trump qui venait d'être élu, ou qui allait être élu président des États-Unis. Quand on vous dit qu'un caractère peut avoir une multitude de facettes, eh bien celui-ci on ne l'aurait pas vu venir. Voilà. Et c'est quasi infini, parce que là ce sont vraiment les significations qui ont été mentionnées en premier par les votants en fait. Et puis enfin, on peut aussi parler du kanji Zei, qui signifie taxe, et qui a marqué le Japon en 2014, puisque le pays a connu une augmentation de la TVA, donc la taxe sur la consommation, qui touche aussi les touristes, hein, puisque ce sont les prix finaux à l'achat, qui est passé de 5% à 8% du prix du produit. Et pour l'année 2025, c'est le kanji Kuma qui a été élu. Il y a eu en tout 189 122 votes au total. Et le kanji ours a réuni pas moins de 23 000 votes, soit 12,3% du total des propositions. Là, évidemment, c'est lié à toutes les très très nombreuses observations d'ours qu'il y a eu, les reportages, etc. Aussi les victimes, puisqu'il y a eu des décès liés à ces attaques d'ours. Donc c'est souvent des ours noirs qui descendent de plus en plus dans les villes, même dans les centres urbains complètement, puisqu'on en a retrouvé dans les rayons sushi de certains supermarchés. Liés au changement climatique, parce qu'il y a moins de choses pour eux dans les habitats dans lesquels ils évoluent, et puis l'homme a pris la place aussi, et sachant aussi qu'il y a de moins en moins de population dans les campagnes, donc ce qui fait que l'ours a aussi moins de choses pour le freiner à aller dans les villes, ou en tout cas dans les villages. Et c'est aussi une référence aux pandas chinois, donc les 4 pandas qui étaient dans un parc à thème, qui étaient hébergés par un parc à thème de Wakayama, qui ont été rendus à la Chine dans le cadre de la diplomatie des pandas. Et donc les pandas, ce sont des animaux qui sont
qui sont adorés autant en Chine qu'au Japon. Et on rappelle que le mot panda en japonais comme en chinois s'écrit avec le caractère de l'ours et le caractère du chat. Et en seconde place, donc là on va parler du top 3 et de quelques autres derrière en numéro 2, mais en fait juste derrière, parce que tout à l'heure je disais qu'il y avait 12,3% de votes qui concernaient le kanji ours, et bien là il y a 12,25% qui sont dédiés au kanji du riz. Le kanji riz qui se dit kome, et en fait ça fait référence à deux choses dont la première est primordiale, puisque c'est vraiment le riz dont le prix a augmenté d'une façon exponentielle au Japon, alors que c'est la denrée de base en fait de l'alimentation japonaise. Donc déjà que les Japonais sont touchés par l'inflation, dont on parlera plus tard, déjà que les Japonais sont touchés par l'inflation, ils doivent en plus subir une hausse des prix du riz qui est due en partie à la politique japonaise de production. Et cette année, le gouvernement japonais a autorisé la commercialisation des réserves d'urgence du pays pour faire baisser les prix du riz. Et kome, c'est aussi le caractère utilisé pour écrire le mot, le nom des États-Unis d'Amérique en japonais. Et là, ça fait référence évidemment notamment aux politiques douanières de Donald Trump qui impactent aussi le Japon, et des négociations qui sont en cours à ce sujet-là. Oui, puis on parlait du riz tout à l'heure, on en avait déjà parlé avec Gaël en actu. Donc il y a le prix du riz, il y a aussi un peu les fake news qui disent qu'il n'y a plus de riz à cause des touristes étrangers, ou encore des scandales politiques avec, d'ailleurs ça a valu la place d'un ministre, il me semble. Oui, c'est ça, le ministre de l'Agriculture à l'époque. Qui a sorti comme ça au grand jour qu'il avait tellement de riz que les gens lui donnaient tellement de riz que lui il n'a pas de ce problème-là. Donc on lui a dit merci, bonsoir, très vite derrière. Qu'il mange de la brioche. Et si on continue dans le top, le numéro 3 signifie haut ou élevé ou cher, donc c'est taka, oui. On peut le dire ko aussi. Oui, c'est ça. Donc là, on parle de l'inflation, c'est le premier caractère aussi du nom de Takaichi, qui a été donc la première femme Premier ministre à être élue cette année. Oui. À être élue, en 2025. Oui, qui est la première femme élue Premier ministre au Japon. Tout court. Tout court, oui. Donc elle a établi Takaichi Sanae, elle a établi un précédent. Le caractère qui signifie femme n'arrive qu'en 8e position. J'aurais pensé qu'il serait dans le top 3, tu vois, Kylie. Oui. Et donc il y a eu 1,95% des votes dédiés à ce caractère-là. Oui, onna, alors en japonais on dit onna, ou jo, ça dépend du contexte. Et tu nous parlais du caractère kin ou kane, qui signifie or ou l'argent. Eh bien, il n'arrive qu'en 14e position, mais on va le retrouver dans quelques années. Oui, je pense qu'il revient tous les 5 ans à peu près, donc c'est bon. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur ces mots de l'année, qui font partie prenante de la culture japonaise et qui nous donnent rendez-vous chaque année le 12 décembre. Si on veut aller un peu plus loin concernant les hiragana, les kanji de façon générale, est-ce qu'il y a quelques, pas forcément des tips, mais on peut proposer nous les e-books à Kanpai, donc qui sont vendus soit à 5,99 soit à 8,99 € sur notre site, ou alors ils font aussi partie, sont inclus dans le pack soutien. Si vous achetez le pack soutien avec tous nos tomes dédiés au voyage au Japon de Kanpai, eh bien vous avez 2 e-books offerts sur cette formule pour apprendre le japonais. Oui, puisque apprendre le japonais, même avant de partir en voyage, apprendre au moins à lire les kanas et des kanji de base du quotidien, des chiffres, des choses comme ça, c'est un petit peu de travail avant de partir, mais une fois que vous êtes sur place, ça peut vous faciliter un petit peu la vie. Oui, pour un voyage en Corée, j'avais appris juste à lire pour me dépatouiller là-bas il y a une dizaine d'années. C'est vrai que c'était assez facile puisque ça fait un peu comme notre alphabet, donc pour le lire derrière, franchement c'était très accessible. Le japonais c'est quand même une autre paire de manches et ça demande aussi pas mal de pratique derrière, en plus de... Alors je dirais que pour le coup Duolingo par exemple, la fameuse application, ça va pas être... ça va aider, ça va initier, mais c'est assez léger par rapport à la pratique qu'il faut faire derrière. Et un petit truc qu'on peut vous conseiller de façon beaucoup plus ludique,
ou en tout cas autrement ludique, eh bien c'est un jeu vidéo dont on a eu la chance il y a quelques mois d'avoir un code, et c'est vrai qu'on n'en a pas fait la promo encore parce qu'il faut qu'on l'explore à fond, on n'a pas eu le temps de s'y plonger pour bien en faire le tour. Eh bien c'est Wagotabi. En fait il s'agit sur Steam, la plateforme entre autres de jeux vidéo, vous pouvez télécharger ça, et je crois qu'il y a une démo gratuite. Oui. Et en fait si vous adorez Pokémon, eh bien vous allez être refait, puisque ça imite un peu ce style à des vieux jeux de Game Boy dédiés à Pokémon, et en fait vous allez avoir toute une méthodologie de pratique, vraiment pas que déplacer un personnage, mais vraiment du tracé, des mots à retenir, et puis même l'historique est bien expliqué dedans. Vous allez partir à l'aventure et apprendre au passage les différences entre justement les hiragana, les kanji, etc. Et c'est quand même, pour n'avoir fait que le début, c'est très très stylé, je trouve. Oui, c'est très sympa. Moi j'ai commencé à faire la démo sur smartphone. Franchement c'est assez sympa, et bon, moi j'ai trouvé quelques longueurs, mais c'est normal parce que on part pas du même niveau tous les deux. Voilà, c'est ça. Si vous êtes totalement débutant, ça va être, je pense que ce sera le bon rythme, puisque ça vous permet d'assimiler au fur et à mesure les kanas dans un premier temps, puisque c'est la base de la lecture. Et c'est vraiment ludique, c'est vraiment sympa comme jeu. Ouais, le visuel, la narration, c'est vraiment, franchement, ça m'a bluffé. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon assidue, et peut-être avec un petit cahier à côté, des choses comme ça, parce que moi, il y a des épreuves vraiment. Je suis pas sorti de la maison tout de suite. La maison d'introduction, je suis resté bloqué dedans, parce que n'ayant avant ça jamais lu ou appris de visuel japonais, enfin de hiragana ou de kanji, eh bien j'étais complètement bloqué. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce petit zoom sur les kanji de l'année. En tout cas, on espère que cette émission vous aura un peu plus éclairé sur le sujet si vous n'étiez pas déjà initié. Et on vous remercie pour votre écoute, votre partage sur les réseaux sociaux. Et puis merci beaucoup Kelly d'avoir pris le temps de m'accompagner là-dessus, puisque n'étant pas initié à la langue japonaise, eh bien on fait que de s'appuyer sur toi à chaque fois pour nos parties historiques et puis tout ce qu'il faut lire en japonais ici à Kanpai. Merci Charlie. À très bientôt, merci à toutes et à tous, et puis on vous souhaite une bonne et heureuse année si vous ne nous aviez pas entendu sur d'autres podcasts où on faisait justement le discours de la bonne année. Donc tous nos meilleurs vœux, et on se retrouve très rapidement pour d'autres formats culture. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de culture japonaise sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.